Merci, chers collègues. Bon, premièrement, je voudrais remercier Monsieur Sapir pour son avis très vaste, présenter l'avis sur la réalité d'aujourd'hui. Et maintenant, je voudrais présenter mes points et ils vont se porter aussi sur les changements mondiaux. J'ai structuré ma présentation pour parler plutôt sur les problèmes théoriques des relations financières. Et ici, je voudrais soutenir les idées qui ont déjà été présentées dans le cadre du séminaire franco-russe. Monsieur Gutwein et les autres collègues ont dit qu'après l'année 2030, on va assister à une nouvelle réalité dans le cadre des relations financières. Et la question est toujours quels seront les nouveaux éléments et est-ce que nous allons pouvoir les décrire avec des éléments théoriques du passé? Je pense que non. On va en fait essayer d'adapter nos constructions théoriques à cette nouvelle réalité et peut-être proposer les constructions nouvelles et ça sera notre produit collectif. Donc, comment est-ce qu'on présente le monde d'aujourd'hui? Jacques a déjà parlé de la Chine et c'est vrai que si on voit le monde du point de vue de leadership global de la Chine à partir de 2030, on va voir que Moscou va être à la périphérie de ce monde nouveau et Vladivostok va être le centre des événements. Bon, c'est pas certain que cette présentation va se réaliser, mais en même temps, cette page et cette image proposée par Economist soutient cette idée. On voit que la Chine est très souvent perceptée comme une menace du monde occidental et là, si on voit les matériaux qui viennent de l'Occident, on voit que ils voient la Chine en tant que leur rival et la Russie est un rival du deuxième ordre. Et en fait, très souvent, les États-Unis s'opposent à la Chine en tant que l'allié de la Russie et en inverse également. Premièrement, je voudrais vous donner des éléments du contexte parce qu'on a déjà commencé à parler du conflit militaire. Récemment, j'ai vu des études qui étaient organisées dans le cadre de l'Union européenne et on a vu qu'en Europe, on voit des différents avis. L'Europe du Nord s'oppose à la Russie, mais au sud, en Italie et aux Balkans, beaucoup de gens sympathisent avec la Russie et les autres pays sont assez neutres. Néanmoins, on a vu 18 mois de propagande totale. Néanmoins, on voit qu'il y a des pays qui insistent sur le dialogue et ils disent que n'importe quel facteur nous part, il faut toujours essayer de trouver, pas le consensus, mais au moins des moyens pour coopérer. Et ça, c'est très important. Donc, je voudrais commenter la première
présentation dans les manières suivantes. Oui, je suis d'accord que le monde westphalien voit sa fin et la globalisation aussi, mais il y avait plusieurs globalisations et maintenant on voit la fin de la globalisation qui a commencé dans les années 80. Donc, on voit le transfert vers le nouveau système financier et il y a certaines contradictions dans l'espace financier qu'il faut résoudre. On avait déjà mentionné l'ONU et les autres organisations qui se trouvent dans un impasse et c'est vrai que ces institutions très souvent ne sont plus efficaces. Donc, on a aussi entendu la question sur le conflit militaire. Je voudrais dire que les institutions qui observent les conflits militaires dans le monde, ils nous disent que après l'année 2015, on a vu une rupture, un saut en tant que dans le cadre du nombre des conflits militaires. Donc, de plus en plus de conflits militaires sont menés par les sociétés militaires privées. Et cela, c'est une rupture. Si on voit l'autre mondial des 70, là, on voyait des armées traditionnelles, les armées volontaires se diminuaient en nombre, mais en même temps, c'était toujours les armées. Mais maintenant, on voit que les sociétés privées militaires ont devenu très actives. Pourquoi? Parce qu'on a vu les nouveaux acteurs. On a vu l'apparence des sociétés transfrontalières et très souvent on voit que ces sociétés transfrontalières se rivalisent et ils contrôlent les flux financiers. Et ces élites contrôlent le volume financier qui est plus grand que la masse monétaire de certains États. Donc, et peut-être c'est le facteur qu'il faut prendre en compte parce que cette nouvelle étape de course aux technologies, on ne va pas parler de ça aujourd'hui, mais il est très probable que c'est dans ce cadre qu'on va voir la transformation de la réalité. Et c'est pas par hasard que j'ai mis cette phrase en rouge parce que je pense qu'on va voir la transformation, la transition du gouvernement à la gouvernance mondiale. Je pense que Jacques a déjà parlé et de cela. Et ici, je voudrais parler de ces sociétés transfrontalières et ils, en fait, influencent beaucoup les actions des gouvernements et comme cela, on va voir notre réalité transformée. Et la question ici, c'est comment les effets connus du fonctionnement du secteur financier, je veux dire les effets
monétaires, budgétaires et les autres, est-ce qu'ils vont être toujours actuels dans cette nouvelle réalité? Parce que maintenant, on voit les monnaies digitales et encore une question, c'est comment on va, comment ces nouveaux éléments vont transformer et se représenter dans cette nouvelle réalité. Aujourd'hui, on parle toujours au niveau des hypothèses et il n'y a pas de thèse bien formulée, mais je pense qu'il faut s'y pencher parce que ça va prendre des efforts considérables. Donc, parlons maintenant de l'avenir. Ici, je vous propose deux citations. La première citation, c'est dans ma traduction, nous dit que la différence entre une prévision et une prédiction par le café, la seule différence entre eux, c'est que la deuxième, les prédictions se réalisent parfois. Et en fait, c'est vrai, les prédictions peuvent se réaliser, mais les prévisions ont des fonctions différentes. Parce que la prévision s'appuie sur la logique et en fait, la logique ne marche pas toujours dans cette réalité. Cette citation appartient à Lacan, qui dit que la femme n'existe pas. Et moi, je veux dire que le futur n'existe pas. Et le format de connaissances scientifiques qui est vérifiable ne marche pas pour le futur parce qu'on ne peut pas vérifier le futur. Donc, quel est notre objet avec lequel on travaille? En fait, il faut comprendre que le futur se développe et désintègre. Il y a la présence où on voit les éléments de futur et qui vont changer le présent, mais ces éléments peuvent se désintégrer. Et donc, ces structures du présent et de la future et ces éléments nous donnent l'évolution. Et maintenant, il faut parler de l'image du futur. Par exemple, vous vous trouvez sur glace et il neige. La neige, c'est le futur en fait, si on parle de cette image. La neige forme les nouvelles couches de présence et la glace, c'est le passé. Donc, vous ne pouvez pas voir toute la profondeur et la plaine. Vous avez que la vision locale. Et en plus, il y a le feu qui est alimenté par le bois et l'oxygène. Et puis, on voit les petites parties de feu et c'est ça l'évolution. Et on peut décrire les tendances que rétrospectivement et c'est pourquoi les économistes ne peuvent pas prévoir le futur. Comment est-ce qu'on peut opérer dans une situation comme ça? Donc, on va le discuter. Et maintenant, je voudrais parler de la représentation.
La première définition de la représentation est assez classique. C'est une image sensuelle des objets donnés à l'esprit. Donc, c'est une définition classique. La deuxième définition, c'est la position non classique qui appartient à Marx, développée par Heidegger, Foucault et Latour. Donc, il y a toute gamme des positions non classiques qui nous disent que la représentation, c'est une image d'un objet qui est fixée et reproduite dans certaines actions. Il y a cet individu qui fait partie du monde et qui a des relations avec le monde. Donc ici, on a deux parties, deux facettes de la représentation, nos actes et l'idée représentée. Et ici, je voudrais vous donner encore une métaphore. Vous êtes un chasseur, vous suivez votre chemin dans la forêt et vous voyez les traces. Et vous pensez que peut-être c'est la cerne et vous suivez ces traces pour tuer la cerne. Mais peut-être vous vous êtes trompé et dans ce cas, si c'est un autre animal, votre représentation va s'échouer. Ça, c'est une définition non classique parce que ici, on parle des structures matérielles. Ici, on a une certaine stabilité parce que les structures matérielles ne changent pas et ici, on peut trouver le consensus. Quand on parle du futur, on parle des statuts différents parce que les futurologistes, les visionnaires et les chercheurs parlent du futur. Les visionnaires décrivent le monde qui est loin de la réalité, mais qui est joli. L'économie verte, où les elfes génétiquement modifiés utilisent des drones pour voler autour. Est-ce que ce futur est possible? On ne sait pas, mais la description du futur est nécessaire. Et les prévisionnistes doivent apprendre à rêver, parce que dans le futur, d'une façon ou d'une autre, il y a une partie du présent. Dans tous les cas, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, nous allons toujours habiter sur la Terre. Il y aura des orages, il y aura des tempêtes et ainsi de suite. Tous ces phénomènes sont nécessaires, mais les gens ajoutent au futur leurs structures qui sont subjectives et ils parlent toujours du futur qu'on aimerait avoir. Et ce futur qu'on aimerait avoir, est-ce qu'il reflète la réalité? Quelle est la connexion entre ce futur et nos outils, nos instruments, nos ressources? Ce problème est complexe. C'était important pour moi de faire cette introduction parce que je considère que les prognosistes sont peu capables à décrire le futur imaginé du point de vue de la création des ressources futures, peu importe au niveau des sociétés ou au niveau du gouvernement. Tout le monde veut les structures modernes être reproduites dans le futur. Et les élites luttent pour des ressources futures. L'exemple de la Bolivie est flagrant.
Le lithium, c'est la ressource où la Corée du Nord a des réserves importantes des métaux, des terres rares. Les ressources sont connues et plusieurs conflits militaires, c'est la projection du passé dans le futur. Il faut faire une petite remarque ici. Du point de vue de l'histoire, je me souviens de l'histoire de la France. Il y avait une anecdote. Juillet 1830, la révolution de juillet. C'était qui? C'était Charles IX, si je me trompe pas. C'était le coup d'État, bien évidemment. Il y a une anecdote historique. C'était pas le ministre de Finances. Charles X. Десятый. Не девятый, десятый. Карл X. Oui, merci, probablement. Tolérant, en regardant cette lutte entre les Parisiens et la police, c'était probablement le 28 juillet. Il a dit à son servant, les nôtres vont vaincre. Et qui sont les nôtres? Le servant l'a demandé. Et la réponse était extraordinaire. On saura demain. C'est pour ça qu'il était 3 fois le ministre des Affaires étrangères, ambassadeur au Royaume-Uni, je ne me trompe pas. C'était quelqu'un qui restait toujours à flot. Incroyable. Donc certains groupes pensent toujours au futur et adhèrent aux gagnants. Et le peuple qui lit les journaux ne comprend pas cette conception de futur puisque la population vit maintenant, au présent. Et donc les ressources sont différentes pour le ministère de Finances et pour le secteur réel. Donc, quand on parle des sujets du marché financier, il est important de comprendre la différence entre ces deux façons d'être rigides. J'ai oublié de changer le diapo. Voilà. Il y a quelques idées que j'aimerais bien annoncer. Quand on parle des finances, on parle toujours du travail avec les dettes. Parce que les dettes produisent des instruments financiers plutôt, et ensuite les argents. Comment c'est possible? Le futur doit être structuré de la manière qui sera croyable pour les parties prenantes. Donc, à court terme, le futur sera plus rigide. Quand on parle du futur qui n'est pas prévisionnable, les finances deviennent moins rigides, puisque les finances voient le futur différemment. D'autres histoires, d'autres projets. Les instruments financiers, l'apparition des instruments financiers, c'est la tentative d'utiliser les anciennes dettes. Soit on reconnaît ces dettes comme le passé mort, soit ces dettes anciennes sont reconnues comme actuelles et ne peuvent pas être partagées du passé et leur statut change du statut passé au statut futur. Donc ce futur pour des différents acteurs financiers seront différents. Si vous n'avez pas votre propre projet, et je pense que Jacques Sapir vient de parler, si vous n'avez votre propre projet, vous serez obligé de vivre dans un futur d'un autrui. Et ce futur est imprévisible parce que le propriétaire de ce futur
connaît mieux quand il doit, quand il devra plutôt abandonner ses avoirs. Vu que c'est le jeu, vous avez un ennemi. Et c'est un nouveau type de compétition, bien évidemment. Je vais essayer de faire quelques conclusions superficielles en quelque sorte. La conclusion principale est la suivante. Quand nous représentons le futur au sein du finance, on les considère comme des risques connus. Et c'est un moment majeur, vu que les finances gagnent leur vie à partir du secteur réel, nous rendons plus étroite le secteur réel, mais nous élargissons cette base idéale. D'où vient la tendance de la croissance continue des dettes. Ce qui est important, la création des nouveaux instruments financiers détruit l'image du monde. Quand on voit des nouveaux produits dans l'économie, ça n'impacte pas vraiment la stabilité de l'économie. Le début du crise, souvent, est provoqué par les finances. Les crises classiques se sont arrêtées en 1930, dans les années 1930. Les crises actuelles sont beaucoup plus compliquées. Et donc, la conclusion numéro 2, vu que les histoires sont différentes, la subjectivation de ces histoires se passe. Un part des structures du sujet qui ne sont pas visibles dans l'économie sont visibles dans les finances. Quelle est la conséquence de cela? Et je passe tranquillement aux conclusions. Non, je ne passe pas encore. Voilà. Vu que les financiers traitent le monde comme la source des signaux d'information, des signaux d'information, ces signaux plutôt sont inhérentes à l'image du monde. Et ils les traitent différemment par rapport aux économistes. Et le flux des actualités est très important pour maintenir le prix des avoirs. Si les actualités deviennent routine, il faut inventer des actualités. Pendant 18 mois, on décrit le conflit en Ukraine. Et ces actualités sont devenues des routines. Donc, il faut inventer quelque chose. Et immédiatement, nous avons cette histoire liée au bathyscaphe. Pendant une semaine, tout le monde écrivait à propos de ce bathyscaphe. Il n'y a plus d'air, est-ce qu'il y a plus d'air, est-ce qu'ils sont morts, est-ce qu'ils ne sont pas morts. Donc, derrière cette voile des actualités superficielles, il faut voir les réalités. Et bien évidemment, il faut se souvenir du terme de Baudrillard, le simulacre. Et la conclusion finale est la suivante. Quand on parle de l'émergence de ce flux de la valeur entre les marchés financiers, l'effet de cela est le surcompte du coût du capital financier. Et c'est absolument nécessaire pour l'ordre mondial, parce que le capital créé en Russie, mais réévalué en France ou au Royaume-Uni ou aux États-Unis, peu importe, sa valeur sera bien supérieure. Les conditions sont différentes, mais cette revalorisation
créer cet effet. Et la valeur réelle n'est pas équivalente à la valeur comptée ou évaluée. On peut avoir des pièges dans ce contexte quand cette réévaluation est considérée comme la valeur réelle. Comme vient de dire Jacques, l'économie mondiale est en stagnation, mais la réévaluation constante du PIB démontre la croissance. En 2002, je me souviens d'un papier qui décrivait la crise de l'époque, et à la base de ces modèles, les spécialistes du Fonds monétaire international disaient que la croissance de 1 à 2% est équivalent à la chute de l'économie mondiale, puisque cette croissance est liée à la réévaluation et non pas à la réalité économique. Et je reviens à ce sujet du nouvel ordre mondial. Je suis tout à fait d'accord avec l'idée de déglobalisation. Au moins 2 macrozones sont en train d'apparaître, présidées par la Chine. Mais ce qui reste débattant, c'est que la Chine démontrera pendant plusieurs années la croissance qui sera supérieure à la croissance moyenne globale. Probablement après 2030, un peu avant ou un peu après, nous témoignerons la décélération de la croissance de la Chine, et la Chine sera similaire à l'URSS dans la fin de son histoire. Je pense que la hiérarchie supérieure de la Chine comprend la question d'où viennent des expériments autour des moyens de contrôle numérique. Et vers 2030, l'Inde apparaîtra sur le marché. L'Inde, une fois le problème de l'industrialisation résolu, sera numéro 3 du monde, sous certaines conditions, bien évidemment, et sur les termes de 2040. Soyons un peu optimistes. Je ne parle pas de l'inflation. Et les peuples sont heureux que l'inflation est en baisse. Mais l'inflation n'est pas égale uniquement à la hausse des prix. Et le potentiel de cette inflation reste. L'ampleur de la nouvelle vague d'inflation sera inférieure par rapport à l'inflation de 2022. Pourquoi? Parce que les outils de contrôle d'inflation modernes sont plus pertinents. Je vous remercie de votre attention. Ce que je propose, je vais donner la parole à Anton Moïseev qui a levé sa main. Ah oui, je suis là. Allez, à toi la parole. Merci beaucoup. Igor, merci beaucoup pour ta présentation. Je vais donner un commentaire un peu plus tard, mais je vais commencer par la question. Pourquoi tu utilises le terme du simulacre? Parce que le simulacre, c'est quelque chose qui n'existe pas en réalité, et uniquement la réflexion. Mais les finances reflètent la réalité.
On les analyse, on les projette dans le futur, mais on parle du secteur réel. Et l'adjectif réel est assez fort. Pourquoi le simulacre? Qu'est-ce qui aurait reflété de quelque chose qui n'existe pas? La question est simple. Merci Anton. Comme toujours, tu vois jusqu'au but. Tout ensuite, en fait, je vois des différentes définitions de simulacre. Pour moi, c'est ici, il s'agit des formes et l'autonomie des formes. Они преувеличивают некоторые события, другие замалчивают. Вот в этом смысле симулякр. А финансы никакой не симулякр, конечно. Aux médias et par rapport aux finances, bien sûr que les finances ne sont pas des simulacres с определенными закономерностями, которые отличны от экономики. И она не симулякр. Ответил? Ça fait partie de la réalité et bien sûr que c'est pas le simulacre. Anton, est-ce que tu veux dire que le monde qui consiste des descriptions qu'on voit dans les médias n'est pas réel et différent du monde qu'on perçoit directement? La réponse. En fait, on peut percevoir directement que notre réalité est imminente, mais si on voit des constructions autonomes, on peut y ajouter des éléments des illusions. Par exemple, si on prend des peintures, là on voit des gens qui sont représentés différemment par rapport, par exemple, aux moyens photographiques. Pareil avec les médias et les actualités. C'est pas que les gens ne décrivent pas les faits et les événements réels, c'est juste que ils proposent l'optique subjective en présentant ces événements. Donc il y a toujours cette sens supplémentaire. D'accord, maintenant je donne la parole à Jacques Sapir et après Hélène Clément-Pittier. Jacques, c'est à vous. Oui. Je pense que dans l'intervention d'Igor Frolov, il y a quelque chose de très important. C'est l'articulation entre la représentation et la connaissance. Et en fait, ça renvoie aux travaux d'un économiste britannique des années 40, 50 et 60, George Shackel. On sait que des représentations peuvent être soit améliorées progressivement, soit complètement invalidées par l'irruption d'une nouvelle connaissance. Et c'est probablement ça qui est toute la difficulté pour le prévisionniste. Le prévisionniste travaille, je dirais, en prolongement des tendances qui ont été observées dans le passé. Alors, parfois c'est juste, mais parfois survient un fait nouveau qui va invalider une grosse partie des représentations sur lesquelles les prévisions sont construites. Et c'est pour cela que la prévision est à la fois, me semble-t-il, nécessaire et que nous ferons tous, à un moment donné, de la prévision économique, mais qu'elle ne peut pas être prise comme la forme future de la réalité et qu'il nous faudra justement regarder de très près l'articulation entre la représentation et la réalité. Merci beaucoup. Igor, est-ce que vous voulez répondre? Bon, en fait, il n'y avait pas de question, mais je peux proposer mon commentaire. Jacques, merci beaucoup pour cette articulation entre la représentation
et la connaissance. Je suis tout à fait d'accord. Je voudrais citer un exemple. Pendant plusieurs siècles, il y avait une perception que le Soleil, quand il bouge à travers le ciel, nous dit que le Soleil se tourne autour de la Terre. C'était le système géocentrique. Et cela s'appuyait sur la représentation des faits observés, parce que le Soleil bougeait autour du ciel. Mais cette représentation était illusionnaire parce que c'était fondé sur les faits observés. Mais on ne peut pas dire que cette représentation était fausse, c'est la connaissance qui était fausse, le système qui était faux. Et c'est pourquoi il faut vraiment bien articuler ces deux idées. Et qu'est-ce qu'il faut prendre pour travailler avec cette idée dans le cadre économique? Je pense qu'on a besoin des deux. Je voudrais référer à Ortega de Gasset. Qu'est-ce que c'est la réalité? La réalité, c'est quelque chose dont tu ne peux pas sans lequel tu ne peux pas opérer. Merci beaucoup. Merci Igor. Hélène, maintenant c'est à vous. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez enfin. Donc je remercie Monsieur Frolov de cette riche présentation, très intéressante et excessivement riche, je le redis. Je vais essayer de reprendre quelques points qui m'ont particulièrement intéressée. Le premier point que j'avais noté reprend en fait pas mal de choses que vient de dire Jacques, mais je crois qu'en économie, nous avons aussi présenté depuis longtemps dans le cadre de ce séminaire une conception économique liée à l'approche des conventions. C'est-à-dire qu'on est dans l'idée que l'économie, c'est aussi à un moment donné une représentation d'une réalité et de mécanismes économiques qu'on essaie de comprendre. Alors, il est vrai que la situation que nous avons vécue depuis plusieurs mois, où on a vu que des mécanismes très actifs de propagande qui manipulaient à la fois des effets d'émotion, comme l'a bien dit le professeur Frolov, mais également des éléments excessivement superficiels mélangés à des choses plutôt importantes dans le domaine économique. Et tout ça, je crois qu'il y a des travaux qui expliquent bien la mécanisme en termes de mise en œuvre de ce qu'on a appris dans les sciences cognitives en matière d'ingénierie sociale. Alors, il y a un point que je voudrais souligner quand même, c'est que précisément dans ce cadre de surinformation de propagande, ce qui est intéressant, c'est de repérer où sont les interstices de liberté. Et je dois dire que la présentation de Jacques a bien indiqué un de ces interstices qui est pour les économistes, à mon sens, et pour les économistes qui s'occupent des questions monétaires, très important. Ce débat sur la captation des réserves gelées dans les instances occidentales. Ce débat, comme l'a bien noté comme peut le noter tout économiste sérieux en matière monétaire, mais aussi une note qui a été envoyée par la Banque centrale européenne à la Commission européenne, cette stratégie est particulièrement autodestructrice pour la monnaie, parce que la monnaie, c'est la confiance. Et donc là, on dépasse, si vous voulez, l'ignorance de certains alliés à la propagande sont capables d'autodétruire les mécanismes monétaires de l'euro. Et je dois dire que là, on arrive à une sorte d'ironie de cette propagande,
ironie de ce que Guy Debord pouvait appeler la société du spectacle. Alors, le professeur Frolov est aussi revenu sur la question des institutions internationales inadaptées, donc qui jouent aussi dans ce marais de la propagande et qui montrent surtout leur impotence. Je crois aussi que de plus en plus, on se rend compte des doubles standards qui sont la règle dans l'ordre international. Et le fait que les acteurs économiques se rendent compte de ces doubles standards effondre la crédibilité de ces instances. On l'a vu sur la monnaie, mais on peut aussi le voir sur la crédibilité sur les institutions. Alors, en revanche, pour ce qui est des conflits militaires, à mon avis, ils ne sont pas du tout nouveaux. On a assisté à une multiplication, mais en fait, c'est parce que la propagande nous les présente ainsi avec émotion. Mais je crois que ce qui a été nouveau dans la période récente, c'est que maintenant, on ne fait plus de déclarations de guerre militaire, mais on fait des déclarations de guerre économique. Et d'ailleurs, en France, c'est bien ce qui a été mis en place. Nos dirigeants ont fait une déclaration de guerre économique à la Russie. Le professeur Frolov aussi a mis l'accent sur les nouveaux acteurs qui contraignent les États. C'est-à-dire, on a des acteurs qui ont une assise économique telle que l'ingérence au niveau des États, de ces élites mondialistes, est une vraie réalité. Alors, il faut quand même dire que ces élites mondialistes, elles sont plutôt rattachées à une hégémonie économique, les États-Unis. Je dois aussi souligner qu'il y a des acteurs responsables, et en particulier des experts, qui ont peut-être dans ce panorama le devoir de dénoncer ce que, si on l'appelle correctement, l'ingérence à ce point peut être une forme de traîtrise. Et là, je ferai référence à un travail récent de l'école de guerre économique qui met en lumière le lobbying d'agences allemandes pour détourner et détruire l'industrie française liée au nucléaire et ainsi faire perdre l'avantage compétitif que la France s'était construit depuis plusieurs décennies. Alors, je voudrais aussi reprendre une réflexion qui m'a semblé très importante sur l'existence ou pas d'un futur. Alors, pour la théorie économique standard, il est assez logique de penser que le futur n'existe pas, puisque la méthode même de la théorie économique standard est la théorie du marché parfait. Et donc, tout avec une multitude de marchés à terme et dérivés, on peut projeter le futur sur le présent et décider maintenant de tous les moments futurs. Donc, d'une certaine manière, cette inexistence du futur, c'est nous-mêmes économistes qui l'avons construite dans le cadre des manuels d'économie que nous lisons. Alors, maintenant, si on n'a plus de futur, plus de sexe, plus de femmes, il est évident que l'étape suivante, c'est plus d'humains. Et d'ailleurs, le programme transhumanisme va parfaitement dans ce sens. Donc, ce que je souhaite rappeler aussi, comme l'a souligné le professeur Frolov, c'est que nous assistons à des constructions du réel qui sont d'une certaine manière, d'un point de vue économique, la validation d'anticipations rationnelles, des anticipations auto-validantes liées à ces mécanismes d'ingénierie sociale qui se manifestent dans tous les corps constitués des sociétés et qui créent des réalités visibles pour certains, plus ou moins artificielles, et qui mettent en œuvre des mécanismes de croyance sous la contrainte et sous l'intimidation
Voilà. Alors, je regarde encore ce que j'ai noté pour terminer. Il me semble aussi que ces mécanismes de croyance mis en œuvre dans la théorie économique, en fait, c'est pas nouveau. Rappelez-vous, dans les années 90, on nous a raconté, et le journal Le Monde avait titré « Un modèle a gagné la guerre froide, il est universel ». On nous avait aussi dit que l'euro, c'était la convergence, et nous savons qu'il existe des mécanismes pour faire croire. Ce que nous avons assisté dans le monde académique en Europe, c'est que précisément pour faire croire que l'euro, c'était la convergence, les recherches qui ont été financées dans le cadre des programmes européens étaient précisément ceux qui concluaient à la convergence. Donc voilà, c'est ainsi qu'on met en place des vérités scientifiques dans le domaine économique, mais aussi peut-être dans le domaine médical. Voilà, mais tout ça, c'est un panorama qui se déroule devant nos yeux depuis peut-être plusieurs décennies. Et comme l'a noté Jacques, ce qui me semble intéressant, c'est ce que j'ai souligné tout à l'heure, les interstices, mais aussi les surprises. Et les surprises, ce qui est intéressant, c'est de noter les réactions aux surprises. Si on le reprend l'image de la chasse, de la partie de chasse que M. Frolov nous a donnée tout à l'heure, il me semble que notre ministre des Finances, Bruno Le Maire, pensait faire aller à la chasse et pensait faire la chasse à l'économie russe. Et finalement, c'est l'économie française qui l'a réussi à tuer. Voilà, je termine mon commentaire là-dessus en remerciant encore le professeur Frolov de nous avoir donné matière à réfléchir et peut-être à être individuellement plus libre parce que nous réfléchissons. Merci beaucoup, Hélène. Monsieur Frolov, est-ce que vous voudrez répondre? Oui, très rapidement. Hélène, merci beaucoup pour vos commentaires très détaillés. Je voudrais revenir à deux de ces commentaires. Par rapport aux conventions, n'importe quelle science on prend, les sciences de société ou n'importe quelle science, on voit les conventions toujours et c'est vrai qu'on se fonde sur les conventions et ils sont fortement liés aux illusions, c'est vrai. Deuxièmement, par rapport à l'ingénierie sociale et les doubles standards, très rapidement, moi, je le perçois personnellement, émotionnellement, dans la manière négative, mais rationnellement, en tant que scientifique, je pense que c'est quelque chose inévitable parce que les élites ne peuvent pas nous présenter leur vision du futur et c'est pourquoi elles transfèrent leurs idées qu'ils pensent vont nous stimuler pour aller voter pour ces élites. Merci beaucoup, chers collègues. Я хотел отреагировать на твой доклад, чуть-чуть более расширенно. Сегодня, на самом деле, было несколько докладов таких интересных. Aujourd'hui, j'ai entendu plusieurs présentations intéressantes. Celle de Hélène liée au polycentrisme, à la redistribution du pouvoir monétaire et la présentation de Igor concernant la réévaluation du capital qui peut créer cette illusion de la
croissance, la réflexion d'une chose qui n'existe pas en réalité. Cela synthèse de la manière très intéressante par une compréhension du rôle majeur du secteur financier, à savoir la comparaison des différents scénarios du futur. Nous avons des personnes de l'industrie, des fabricants. Leur scénario de futur, c'est la technologie. Si on prend les ressources, on les ramène ensemble, on les traite d'une manière ou d'une autre, le futur sera X ou Y. C'est facile à projeter dans le futur. Mais quand on doit comparer 2 ou 3 différents scénarios de futur, c'est le moment où il faut se souvenir des finances. On ne parle plus d'une partie du produit de la société, mais il s'agit aussi de l'évaluation de nos scénarios privés l'un contre l'autre. Comment nous voyons chaque technologie séparée, chaque investissement de ressources séparées et des résultats qui pourront en quelque sorte être obtenus. La transformation des méthodes de comparaison est en cours. Igor, au début de sa présentation, a déjà fait référence aux choses débattues lors du séminaire interne, celui de janvier. Parce que nous avons déjà discuté au mois de janvier l'évaluation ou les techniques d'évaluation dans le futur. Est-ce que l'évaluation surtout de l'ampleur de changement, de modification? Et on entend déjà parler de ces transformations. Et j'ai bien aimé la façon dont Igor l'a interprété, la dette séparable, la dette inséparable. Hélène, par contre, ce qui est intéressant, parle quasiment de la même chose, mais au niveau de la redistribution du pouvoir monétaire. L'option avec les monnaies centralisées numériques, je ne pense pas que ça soit un changement radical. Oui, nous avons ce processus d'intermédiaires financiers. Les intermédiaires financiers valorisent ou évaluent les dettes ou les scénarios de futur créés par des agents financiers. Ensuite, le processus d'émission se lance et à présent, une phase est rajoutée à ce processus. L'émission arrive jusqu'à la Banque centrale et la Banque centrale substitue avec la monnaie numérique les produits qui ont été créés par les intermédiaires financiers, c'est-à-dire par les banques. La Banque centrale prend des loyers à partir des comptes. D'habitude, ces fonds restaient auprès des banques, mais maintenant, c'est la Banque centrale qui les recueille. Le principe d'émission ne change pas une fois la monnaie centralisée voit le jour. Les intermédiaires gagnent moins et doivent travailler plus, mais ce n'est pas une chose tout à fait inattendue, c'est la règle plus ou moins générale. Maintenant, je ne peux pas tirer une conclusion, ou plutôt la conclusion. Nous sommes en train de ramasser des différentes parties de l'image. Oui, les changements sont là. Oui, le secteur financier se change. Oui, sa contribution dans le PIB change. Mais quelle est la direction de ce changement? Et qui gagnera quoi à la fin de ce changement? Je ne le sais pas. Je ne peux pas utiliser cette notion des élites, mais c'est sûr que la centralisation des revenus augmente, devient plus importante. Cette centralisation
deviennent plus importantes et l'amparité dans le secteur financier augmente également. Mais créer des mécanismes pour lutter contre cette imparité ou évaluer les conséquences pour la croissance globale de cette imparité. C'est une question très intéressante. Merci à Anton. Je vais donner un commentaire et ensuite je vais donner le micro à professeur Shapir. En répondant aux idées d'Anton et de collègues précédents, c'est le sentiment des changements, mais des changements qualitatifs. Anton parlait du changement de la monnaie. La monnaie numérique fait une fonction seulement. Moi, j'interprète cela comme le changement du point de repère ou de la case de départ, si vous voulez. Vous vous souvenez le changement de Bretton Woods? Oui, l'or a été remplacé par des billets d'argent. Les billets qui ont été utilisés seulement dans des zones très limitées sont devenus un moyen de paiement universel. Je pense que nous sommes à la veille de ce changement de la case départ. Et je suis très reconnaissant à Anton de ses idées. Mais je n'avais pas assez de temps pour poser de questions et je voudrais maintenant commenter David Kael et Renaud Bouchard de présentation de nos chers collègues. Quand on parle des dimensions politiques de ce contexte, David justement a fait cette liaison très intéressante. L'apparition du niveau européen du pouvoir qui est très bureaucratisé, mais ce pouvoir essaye d'influencer les pouvoirs nationaux, l'exemple de l'Italie. En même temps, il a fait cette connexion avec des problèmes budgétaires, avec le déficit budgétaire. Et M. Bouchard a souligné que quand nous avons le déficit budgétaire, stimuler l'économie de la façon keynésienne ne fonctionne pas. Et initialement, nous nous basons au niveau des acteurs nationaux. Ensuite, nous rajoutons le volet international. Mais les acteurs internationaux sont à la base des acteurs nationaux, puisque des sociétés, des entreprises internationales sont liées aux entreprises nationales. Mais ce niveau international a déjà oublié ses racines. Et c'est le futur qui subit des modifications qualitatives. Vous utilisez des différents langages, mais vous parlez du même problème, j'ai l'impression. Et je suis d'accord avec Jacques. Nous voyons l'émergence de la nouvelle géoéconomie qui n'est plus axée uniquement vers l'Ouest. La Russie, historiquement, était et est toujours obligée de balancer entre les États-Unis, l'Europe et maintenant entre la Chine. Et cet équilibre n'est pas évident. Et nous avons ce fenêtre du Sud, l'Inde, pour nommer un seul pays. Et c'est vraiment la nouvelle réalité géoéconomique. Mais quand on pense de la réalité politique, quelle est l'alternative politique aux institutions politiques existantes? Je n'ai pas de réponse à cette question. Peut-être cela peut être le sujet des séminaires à venir. Professeur Shapir, à vous la parole maintenant. Merci beaucoup. Je pense aussi effectivement que toute une série d'interventions ont porté sur le même problème, que ce soit celle d'Ivan Frolov, que ce soit celle d'Hélène Clément-Pithiot, que ce soit aussi la mienne. Nous avons beaucoup cherché à réfléchir sur
l'impact de formes d'incertitude, qu'elles soient créées par des politiques ou qu'elles soient extérieures à ces politiques, sur une situation internationale qui devient de plus en plus fragile et de plus en plus fragmentée. Bon, ça, c'est une chose. Après, je voudrais revenir quand même sur des choses très importantes qui ont été dites par David Kella, par exemple. Il insiste sur le fait que le passage à un fédéralisme européen, en théorie, n'est pas quelque chose de choquant, mais que les conditions dans lesquelles il est fait, elles, sont profondément choquantes. Parce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de contrôle par les populations sur ce fédéralisme. Il y a bien un contrôle de la population américaine sur les actions du gouvernement, quoi qu'on puisse penser du système politique américain par ailleurs. Mais il y a un contrôle tout à fait évident. Bon. Et donc, ça pose dans un univers où l'importance des États est plus grande que jamais, ben, ça pose évidemment la question de la légitimité de politique, de la légitimité des pouvoirs. Donc ça, c'est un problème qui est tout à fait central à toute réflexion sur la réorganisation de ce qu'on appelle l'ordre international ou le nouvel ordre international. Ça me semble quelque chose d'extrêmement important. Un autre problème qui a été soulevé par Renaud Bouchard, qui a aussi été un petit peu évoqué par le professeur Baranov, c'est la question, effectivement, un gouvernement peut-il se servir de la question de la défense nationale, sous quelque forme que ce soit, pour faire avancer des projets en économie. Alors, historiquement, c'est des choses que l'on a vues. Même chose, aujourd'hui, comment est-ce que ça va pouvoir s'articuler? Alors, je pense que de ce point de vue-là, la situation est très différente entre les États-Unis d'une part, l'Union européenne d'autre part, et enfin la Russie en troisième. En fait, pour le coup, je verrais une forme de modèle russo-états-unien ou états-unien-russe autour de l'impact des retombées hors du secteur militaire, du développement lui-même du secteur militaire. Et ce qu'a dit le professeur Baranov me semble très vrai. Un développement important des productions de défense nationale en Russie implique un développement des activités civiles. Parce que quand on veut produire des objets complexes, et les armes aujourd'hui sont des objets très complexes, hein, plus ou moins suivant le type d'arme, mais c'est quand même des objets très complexes, eh bien ça fait intervenir des branches de l'industrie, des activités industrielles qui sont bien au-delà de ce que l'on appelle normalement le système militaro-industriel. Les Américains l'avaient théorisé dans les années, fin des années 1980, début des années 1990, à travers la DARPA, la DARPA, la Defense Agency for Research and Program of Applications. Et la DARPA exigeait de tout constructeur militaire qui présentait un projet, il prévoit en même temps quelles pouvaient être les retombées civiles de son projet. Il semble que ce type de fonctionnement, tel qu'il était financé par la DARPA, soit aujourd'hui un petit peu un petit peu disparu aux États-Unis. Mais concrètement, on voit bien que dans l'ensemble des pays se repose cette question de la structure, de la souveraineté économique et de la base économique
de la défense nationale. C'était une problématique qui avait disparu depuis la fin des années 80, le début des années 90, ça avait progressivement disparu, et malheureusement, c'est une problématique qui revient désormais de manière extrêmement importante. Donc là encore, il va falloir beaucoup regarder cela. Et je signale, il y a un pays dont on ne parle pas, hein, dont on parle très peu, mais le peu que j'en sais me montre qu'il y a là un espèce de modèle intéressant à regarder, c'est le cas de la Turquie. La Turquie cherche à développer des industries de défense, ou en tous les cas des industries de souveraineté, plus précisément, et elle y arrive d'une certaine manière avec une agilité économique qui est très déconcertante quand on regarde la rigidité, par contre, de son système politique. Et là aussi, il y a une vraie question qu'il faut poser. On avait tendance à dire que toute rigidité d'un système politique devait se traduire par une rigidité d'un système économique. Eh bien, nous voyons, à travers tout un certain nombre de cas, que ce n'est pas vrai. Merci beaucoup.